Bonsoir, mardi 18 février, bienvenue dans le journal de TV78. Tout de suite, les titres de cette édition. Plus de 638 000 visiteurs pour l'édition 2019. Le Salon de l'Agriculture ouvre ses portes le 22 février prochain à Paris Expo, porte de Versailles. Un rendez-vous où le département des Yvelines et l'Île-de-France seront représentés. La campagne pour le premier tour du scrutin des élections municipales continue. Nous ferons le point sur de nouveaux enjeux et de nouveaux candidats à Saint-Quentin en Yvelines. Et du théâtre, de la musique et du patrimoine, notre journaliste culture vous donnera plusieurs rendez-vous à ne pas manquer pour les jours à venir. Mais on débute avec cette information, une année 2019 encore marquée par l'augmentation des violences sexuelles, tout comme les escroqueries. Le ministère de l'Intérieur a communiqué les chiffres de l'insécurité et la délinquance pour l'année 2019. Plus précisément, dans les Yvelines, vous le voyez, sont en augmentation les tentatives d'homicide, les vols de véhicules ou encore les viols par rapport à l'année 2018. À l'inverse, les cambriolages ou les infractions à la législation sur les stupéfiants sont en baisse. Du 22 février au 1er mars, c'est le grand rendez-vous annuel de l'agriculture. Paris Expo, porte de Versailles, accueille la nouvelle édition du Salon international de l'agriculture. 9 jours pendant lesquels les Yvelines et l'Île-de-France sont représentés, notamment grâce à nos invités. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, Jean-Claude Guénec, vous êtes le premier vice-président d'Île-de-France Terre de Saveur, anciennement le Servia. Olivier Veillet, vous êtes responsable commercial de la ferme de la Tremblay située à la Boissière-École. Je vais commencer d'abord avec vous, monsieur Guénec. J'imagine que c'est un rendez-vous important pour l'Île-de-France, le salon. Bien sûr, c'est un rendez-vous important. C'est pour mettre en valeur toute la production agricole francilienne. Parce qu'on pense qu'il n'y a que des maisons, que des constructions, que des routes, des autoroutes, mais il y a une agriculture relativement importante qui représente pratiquement 50% du territoire francilien. Ça veut dire que le public, quand il vient vous voir, il est étonné de ce que vous leur apprenez ? Il est très étonné qu'il y ait une agriculture performante et novatrice dans tous les secteurs d'activité, parce qu'on a vraiment du blé à l'élevage, mais aussi aux légumes, aux fruits, à l'horticulture, à la pépinière. On a vraiment le miel, on a vraiment toute une palette qu'on a en Île-de-France. Tout ce qu'on peut retrouver dans son assiette. Il y a aussi le fromage. Olivier Veillet, vous êtes présent plutôt au salon du fromage et des produits laitiers qui se tient jusqu'au 26 février. Mais au même endroit, la ferme de la Tremblay y assiste à chaque édition, parce que c'est tous les 2 ans. Oui, tous les 2 ans, nous sommes présents au salon du fromage et nous présentons nos fromages avec cette année une vraie innovation puisque on passe en agriculture biologique, voilà, après 2 ans de conversion. Donc c'est un beau passage avec la création de nouveaux fromages et également d'une gamme de yaourts biologiques. On va en parler un peu plus tard. Jean-Claude Guénec, c'est l'occasion aussi de rencontrer peut-être des nouveaux producteurs ou d'inciter des jeunes à s'installer qui hésiteraient aujourd'hui. Oh, je ne pense pas, ce n'est pas forcément le lieu, c'est surtout la communication grand public, c'est montrer ce qu'on sait faire. Bien sûr, on reçoit, je dirais, la population, mais aussi le milieu politique, toutes tendances confondues, nos fournisseurs, l'attractivité aussi permet aussi de faire venir éventuellement des restaurateurs. Il y a tout un ensemble de choses. C'est quand même un salon où on communique sur les productions qui sont faites en Île-de-France. Alors, depuis quelques années, l'agriculture est touchée par une vague d'agri-bashing. C'est un mouvement de méfiance envers le monde agricole. Est-ce qu'un salon tel que celui-ci, ça permet aussi de rassurer le consommateur ? Effectivement, pour nous, ça permet de rassurer le consommateur. Nous travaillons selon des méthodes en agroécologie. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous permet de respecter les sols. On s'occupe du bien-être animal, évidemment, mais également du bien-être des hommes. Donc tout ça, ça remet en valeur et on va dire en valeur notre type d'agriculture, notre mode de production et tout ça à 2 pas de Paris puisqu'on est à moins de 60 km de Paris. Et aussi la traçabilité du produit, Bien parce que sûr. vous faites tout, vous, à la ferme de la Tremblay, Nous, A à Z. On fait tout de A à Z, c'est-à-dire qu'on produit l'alimentation pour nos animaux, on produit le lait avec nos animaux, donc des vaches, des chèvres, on transforme ce lait directement à la ferme et on va même jusqu'à retraiter les déchets issus de l'élevage et de la fromagerie, donc les fumiers et le lactosérum, donc le petit lait, et on retravaille ça à travers un méthaniseur agricole pour produire de l'électricité et de l'énergie
Voilà, donc ça c'est important. On va vraiment au bout de cette démarche jusqu'à l'épandage de Digesta, donc qui est un fertilisant naturel issu de la méthanisation. Jean-Claude Guénette, que la région Île-de-France, vous l'avez dit, a plein de producteurs. C'est l'occasion de promouvoir le circuit court aussi, j'imagine. Manger local. Tout à fait. Mais avant, je voudrais dire aussi, moi je suis maraîcher. Vous êtes aussi maraîcher dans donc les je Yvelines. connais, dans les Yvelines, pas loin d'ici, je suis en circuit court. Donc toute la problématique, c'est d'insérer et d'expliquer ce que l'on fait. Parce que le monde agricole, on a toujours tendance à pas expliquer nos méthodes, parce qu'on a peur. Et c'est à nous de communiquer envers le public. C'est un monde qui doit s'ouvrir encore aujourd'hui, en 2020. Il faut communiquer et expliquer ce qu'on fait. Parce que vraiment, on a une culture de plus en plus propre. Alors vous le mentionnez tout à l'heure, c'est aussi un rendez-vous où les responsables politiques se déplacent, souvent en nombre, un moyen de sensibiliser aussi à la situation des agriculteurs qu'on connaît, qui n'est pas toujours très rose tous les jours. Mais on sensibilise systématiquement tous les élus politiques qui passent ou les personnalités qui représentent un secteur d'activité, justement pour communiquer sur, je dirais, tous les métiers de la filière agricole. Vous aussi, j'imagine. Pour nous aussi, on a régulièrement des visites justement de politique sur la ferme pour montrer notre type de production et responsable. Et donc ça, c'est extrêmement important. Est-ce qu'on en profite pour échanger avec d'autres professionnels aussi ? Bien sûr, bien sûr. Les professionnels, nous, on échange beaucoup sur des pratiques. On fait partie d'associations d'éleveurs, de producteurs fromagers et de producteurs fermiers. Parce que notre particularité est vraiment d'être fermier. Alors avant de continuer avec vous en parlant notamment de vos activités au sein d'Île-de-France Terre de Saveur et de la ferme de Tremblay, je vous propose qu'on parte cette fois à Sonchamp. Christophe Robin est agriculteur à la ferme de Hunières et participera au Salon de l'agriculture avec le mouvement Agri-Demain. C'est le premier mouvement rassemblant les principales organisations professionnelles du secteur agricole autour d'une vision commune de l'agriculture. Manon Varaldo a rencontré cet éleveur de volailles. Regardez. Christophe Robin est agriculteur depuis 2012 à la ferme de la Hunière. Suite au départ en retraite de ses parents en 2016, il prend les rênes de cette exploitation. C'est un éleveur passionné. J'ai pris l'habitude de prévenir les volailles quand même quand on arrive dans le bâtiment. C'est éviter le stress aussi. À la ferme de la Hunière, des poulets fermiers sont produits. Dans ce bâtiment d'élevage, 600 volailles sont présentes dans ce 80 mètres carrés. On a tout réorganisé l'espace et l'ensemble des bâtiments. Donc la prochaine étape, ça va être de mettre une porte dans le fond, ici dans le pignon, qui sera automatisée. Dans son exploitation, à Sonchamp, Christophe Robin fabrique l'aliment des volailles avec les céréales de la ferme. Étant cultivateur, je produis à la fois du blé et du maïs, que c'est la base de l'aliment des volailles. Cet agriculteur prend soin de ses volailles qui sont bien en chair. Alors les amis, ça va là-dedans ? Avec une durée d'élevage entre 90 et 120 jours. La semaine prochaine, je vais en emmener un petit peu au salon de l'agriculture pour fournir le stand Agri-Demain. Les coqs vivants, là on avait du 3 kg, plus de 3 kg vif. Christophe Robin fait partie de ce mouvement qui rassemble plusieurs exploitants afin de lutter notamment contre l'agribashing, une certaine méfiance à l'égard du monde agricole. Il va falloir continuer à nourrir une population qui est grandissante, satisfaire les besoins en bien-être animal et en production de qualité et de proximité. Il faut réussir à faire revenir les gens à la ferme, qu'ils aient en visu ce qu'on fait. Pour avoir un lien avec ses consommateurs, l'agriculteur se rend au marché de Clairefontaine en Yvelines. Christophe et Damien mettent en place les produits de la ferme de la Hunière. C'est 8,90 le prix. Enfin, de toute façon, je vais te laisser la plaquette. Ouais. Si tu as un doute sur quoi que ce soit, tu prends la plaquette. L'éleveur maîtrise 90% de la production de la filière. Seules les parties abattage et découpe sont déléguées. Les consommateurs ont pu déguster les produits de la ferme et parfois repartir avec. C'est les nôtres que vous voulez. Christophe Robin sera présent mercredi 26 février sur le stand Agri-Demain du Salon de l'agriculture. Ses produits aussi. Allez, bon dimanche. Au revoir madame. On retrouve nos invités, Jean-Claude Guénec, vice-président d'Île-de-France Terre de Saveur, et Olivier Veillé, responsable commercial de la ferme de la Tremblay. Jean-Claude Guénec, vous le disiez, l'Île-de-France, c'est 49% de terres agricoles, près de 50 000 exploitations agricoles. 5 000, j'ai mis un zéro en plus. La structure Île-de-France Terre de Saveur, ça permet de faire connaître ce patrimoine.
Alors c'est faire de ce patrimoine, mais il faut aussi savoir que Terre de Saveur, il n'y a pas que les agriculteurs, il y a toute la filière. Hein, c'est-à-dire, on a besoin des artisans, les boulangers ils sont avec nous sur le stand, mais on a besoin des bouchers, on a vraiment besoin pour les fromages. Le fromage, on a un artisan, un boulanger. Voilà, et bien sûr, on a les politiques qui sont autour avec nous, c'est-à-dire, il y a vraiment toute la filière. Ça va aussi bien du chocolat qu'à l'huile de colza, la moutarde, mais tous les produits qui sont issus. Tout ce qui nous nourrit. Voilà, et qui viennent principalement de l'Île-de-France. Donc on va vraiment aussi, même dans les restaurants, voilà, il y a vraiment toute la filière. Pour valoriser cela, il y a une marque qui a été mise en place, produit en Île-de-France, créée par le Conseil régional avec un logo bien distinctif. Plus de 1400 produits déjà référencés. Vous cherchez à aller encore plus haut? Déjà, faut, bien sûr, mais les produits, ils sont, à un moment donné, il y a une limite. Mais le produit, c'est de faire connaître, produit en Île-de-France. L'estampille, voilà, ça va aussi, par exemple, les deux gourmands qui sont à Crépierre, ils font des gâteaux, ils ont l'estampille, je dirais, produit en Île-de-France. Et c'est ça qu'il faut communiquer. On est capable de produire des produits à proximité. Et la marque a été créée pour cette raison-là, pour toute la filière, pour que du champ à l'assiette, on arrive à reconnaître aussi bien dans un restaurant que dans un étal de marché ou que dans la distribution au sens large, on puisse reconnaître les produits qui sont produits à côté de Paris. Et votre rôle aussi, c'est un accompagnement, une expertise pour les professionnels quand ils ont besoin d'aide, d'un conseil? Non, on n'est pas à ce niveau-là parce que la communication, c'est énormément un budget. Il faut savoir, c'est principalement la région qui est le financeur. Et après, il y a des financements complémentaires, mais c'est la région qui finance à 90% Terre de Saveur. L'idée, c'est de manger francilien. Donc, si je comprends bien, est-ce qu'un jour on pourrait, ou c'est peut-être déjà le cas, les fromages de la ferme de Tremblay soient dans les lycées, par exemple? Bien sûr, c'est le but. Mais après, c'est tellement exponentiel, il faut bien cadrer, il faut avancer. Hein, donc, bien sûr, c'est la volonté première. Mais bon, Paris, c'est pas fait en un jour et on va pas faire en un jour. Voilà, il y a du travail qui est fait parce qu'on a laissé l'agriculture pendant un certain nombre de temps à la traîne. Et là, on revient, mais pour remettre en production, c'est éminemment compliqué. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. C'est justement ça, la ferme peut être intéressée de fournir comme ça des établissements, peut-être dans le département d'abord, avant de s'ouvrir plus largement à l'Île-de-France. Alors c'est déjà ce qu'on fait aujourd'hui à travers certains de nos clients grossistes qui fournissent des établissements scolaires, qui fournissent des restaurants d'entreprise. Voilà, donc on travaille déjà sur ce système-là. Il y a une demande qui est de plus en plus grande de consommer local. Donc ça, c'est important. La demande de consommer bio est également là. Donc nous, on rassemble ces deux sujets-là. Et aujourd'hui, on intéresse beaucoup de distributeurs pour ces raisons-là. Au niveau justement, pour fournir les lycées, ça se passera par département, parce que chaque département a aussi sa spécificité. Est-ce que l'Île-de-France Terre de Saveur fait par rapport aux spécificités de chaque département? Non, nous on est là simplement pour mettre en relation, accompagner. Voilà, parce que le problème c'est le transport, c'est le dernier kilomètre, que ce soit dans nos départements ou Paris, c'est là que le travail doit être fait. Mais c'est pas la Terre de Saveur qui fait ça. Nous on met en relation, on crée les outils et on essaye de faire avancer et de développer et surtout que les gens puissent aussi se rencontrer. À partir du moment où vous avez tout le monde, toute la filière qui est autour de la table, c'est quand même plus facile d'avancer ensemble. Olivier Veillet, au niveau de la ferme de la Tremblay, c'est depuis 1967. Tout à fait. Et j'ai cru comprendre que vous inspiriez beaucoup du territoire sur lequel vous êtes, notamment cette forêt de Rambouillet qui est toute proche. Tout à fait. Et on s'inspire de ce qui se passe dans la forêt, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a transposé le modèle de la forêt qui n'a besoin de rien pour vivre. On l'a transposé sur la partie agricole. Depuis 2008, on ne laboure plus nos terres. On travaille uniquement sur couvert végétal, en semi-direct, ce qui nous permet d'avoir un sol couvert en permanence et de produire différents types de céréales, d'aliments pour nos animaux. Et malheureusement, on n'a pas assez de terre pour alimenter nos animaux, donc on a fait appel à des partenaires qui sont à moins de 5 km de chez nous et qui respectent notre cahier des charges également, qui aujourd'hui sont en conversion bio et qui vont arriver à la certification également en même temps que nous pour pouvoir alimenter nos animaux.
Voilà, donc aujourd'hui, sur notre territoire, on va transformer à peu près 1000 hectares de terre en bio. Donc sur notre initiative. Et pourquoi vous êtes passé au bio? Justement, c'était une demande des consommateurs, c'était une volonté de la ferme? Il y a une demande des consommateurs, effectivement. Nous, on a pris le parti depuis 2008 de travailler plutôt sur la partie agroécologie, donc d'aller un tout petit peu plus loin que le label bio. Par contre, aujourd'hui, le seul label qui est reconnu par le grand public, c'est le label bio. Donc c'est une première étape avant d'aller plus loin. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Je le rappelle, Jean-Claude Guenec, vous êtes de l'Île-de-France, terre de saveurs. Cette structure sera présente au Salon de l'Agriculture qui se tient du 22 février au 1er mars à Porte de Versailles. Olivier Veillé, la ferme de la Tremblay, sera, elle, exposante lors du Salon du fromage et des produits laitiers. C'est du 23 au 26 février, mais c'est au même endroit. En 2020, le conseil municipal des enfants de Guyancourt fête ses 30 ans. Pour l'occasion, la ville recherche les anciens membres qui l'ont composé depuis sa création en 1990. Ce conseil est composé d'élèves scolarisés du CE2 à la 6e, de participer à la vie de la commune. La célébration de l'anniversaire est prévue pour l'automne prochain. Un point maintenant sur la campagne des municipales. Stéphanie Jamin, au Clé-sous-Bois, est tête de liste d'énergie positive. C'est une liste sans étiquette qui souhaite mettre en avant l'écologie, la justice sociale et la participation citoyenne. Manon Varaldo s'est rendue à l'une de ces réunions. Clésienne, depuis plus de 30 ans, Stéphanie Jamin est tête de liste d'énergie positive qui rassemble une diversité de citoyens. Lors des réunions, la participation citoyenne et l'écoute sont mises en avant. Une liste qui n'est pas soutenue par un parti politique. J'avais eu l'occasion de partir à d'autres réunions, des 3 autres listes. Et là où elle s'est différenciée, c'est qu'on avait le droit au désaccord. Stéphanie Jamin souhaite une démocratie locale plus transparente avec par exemple 9 conseils municipaux par an au lieu de 5. Le but, instaurer un temps d'échange entre les Clésiens et les élus en début de conseil. C'est quelque chose de vraiment nouveau, je trouve. On est en train de construire. Mais on ne construit pas dans la politique, on construit un peu entre amis, mais pour une ville. Pour tous. La proximité, une des valeurs de cette liste. Stéphanie Jamin et les participants préparent leur planning d'action. Oui, mais il faut que ça se prépare quand même. Leur objectif, aller à la rencontre des Clésiens. Du porte-à-porte, en plusieurs groupes pour aller présenter notre programme et nos premières propositions aux Clésiens. Nous avons également prévu d'organiser des balades clésiennes qui se déroulent généralement sur des moments de temps de vie des Clésiens. Nous allons à leur rencontre. Nous allons aussi leur exposer nos propositions, mais également écouter quels sont leurs besoins. Nous avons prévu des distributions dans les boîtes aux lettres de manière classique. Une réunion publique est organisée à 10h le samedi 29 février à l'école Henri Proulx des Clés-sous-Bois. Pour cette page municipale 2020, focus aujourd'hui sur les enjeux du scrutin à plaisir. La commune a rejoint l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines en 2016, une ville à l'entrée à la campagne yvelinoise. Développement durable, urbanisation, désert médical, le détail des enjeux de Mickaël Elmidoro et de Nicolas Dandry. C'est une commune ouverte sur la plaine de Versailles, un territoire partagé entre la campagne et la ville. Plaisir et ses 31 000 habitants ont rejoint la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines en 2016. Ce territoire essaie de trouver un équilibre entre urbanisation et zones naturelles. Le pôle commercial va s'agrandir cette année avec l'ouverture d'Open Sky et des emplois pour les Plaisirois à la clé. L'urbanisation, c'est la réhabilitation du centre-bourg et la rénovation du quartier du Valibou. Un investissement de 65 millions d'euros, un projet déjà engagé que devra poursuivre le prochain maire de la ville, avec une prise en compte plus globale de ce quartier touché par la délinquance, les questions sociales et l'emploi. Les aménagements environnementaux sont aussi prévus dans ce futur écoquartier. L'environnement est aussi une préoccupation. Plaisir compte une forêt et plusieurs parcs naturels. La question des transports et de la circulation sera posée notamment après l'aménagement de la RD30 et de la passerelle Plaisir et Lancourt. Le phénomène de désert médical plane au-dessus de Plaisir, une ville classée en zone d'action complémentaire par l'Agence régionale de santé. Ils sont 4 médecins pour 10 000 habitants. En 2017, selon les derniers chiffres de l'URPS, il y avait 14 médecins généralistes. Ils sont âgés de 50 ans en moyenne.
Et dans le cadre de cette campagne des municipales TV78 en association avec Radio Sensation, vous propose des débats entre les candidats. Ce mardi soir, émission consacrée à Trappes. C'est à retrouver à chaque fois à 20h sur TV78 et sur la fréquence 98.4 pour Sensation Yvelines et le replay sur tv78.com. Un mot de culture à présent. Depuis le début du mois, le domaine de Dampierre change de visage. La propriété est en train de se parer d'un échafaudage. 2 ans de travaux sont ainsi lancés principalement sur le logis. C'est la partie centrale du château. Vont être rénovées les charpentes, les lucarnes ou encore les menuiseries. Des précisions de Pascal Thévard, directeur général du domaine, au micro de Marilène Yapichino. Nous allons bâcher l'échafaudage. Alors il faut évidemment protéger la couverture qui va être enlevée. Donc du coup, il y a un toit qui va être mis sur cet échafaudage. Et on va poser une bâche tout autour du château, puisque nous avons eu la chance au mois de septembre de trouver dans les greniers des gravures anciennes des façades du château de la fin du XVIIe siècle. Et c'est ces éléments-là que nous allons mettre à l'échelle sur l'échafaudage. Les équipes du château proposeront pendant l'été des visites inédites. Un guide conférencier présentera les travaux d'un point de vue historique au public. Et avec nous en plateau maintenant, Aurélie Ronce, journaliste culture à TV78. Bonsoir. Bonsoir Mélanie. Alors dans quelques minutes, on vous retrouve pour le CETUD Culture, votre magazine, mais est-ce qu'on a le droit à un petit avant-goût? Alors oui, nous irons notamment à Guyancourt, plus précisément à la ferme de Baléba qui proposera une nouvelle création au public. Ce sera les 25 et 26 février. Pascal Antonini adapte sur scène la pièce d'Eduardo Pavlovsky, Toile d'araignée. Alors l'histoire se déroule en pleine dictature argentine dans les années 70. Une pièce très engagée, comme vous le verrez. On parlera musique également, plus particulièrement de jazz, puisque la 22e édition du festival Jazz à toute heure débute le 28 février en Vallée de Chevreuse. Au programme, 5 week-ends de concerts, une quinzaine d'artistes, 9 villes différentes. Une manifestation qui a su évoluer au fil des années. Et puis, on ne présente plus la compagnie Déclic Théâtre. Le 25 février, les comédiens présenteront leur dernière création à la Meurize à Trappes. Écran noir nous emmène en 2035 où 6 âmes égarées intègrent un programme de désintoxication des écrans, un sujet très actuel. Merci Aurélie. Et justement, ce sujet très actuel, comme vous le dites, sur le nouveau spectacle de la compagnie Déclic Théâtre, je vous propose qu'on le regarde. À la réalisation, c'est vous. Et si dans quelques années, notre monde hyper connecté était totalement dépendant des écrans ? Pour sa nouvelle création Écran noir, la compagnie Déclic Théâtre met en scène une dystopie qui se déroule en 2035. Mais c'est quoi cette blague-là? C'est quoi cette manière de désintoxiquer les gens? La surconsommation technologique et la raréfaction des ressources énergétiques contraignent la société à changer ses habitudes. Cette pièce nous permet de suivre le parcours de 6 âmes égarées accros aux écrans. Il y a une de ces personnes qui va être recrutée par cette communauté étrange, en tout cas, qui s'appelle Screenless, qui propose de désintoxiquer les gens des écrans. Et cette personne va animer ce village. Addiction aux réseaux sociaux, harcèlement numérique, plusieurs thèmes autour de l'impact des écrans dans nos vies sont abordés au cours de la pièce. Un travail de création qui s'est fait avec des artistes associés. La compagnie trappiste a notamment fait appel au metteur en scène Laurent Mazet. Il vient de Rennes, mais il est venu souvent travailler avec Déclic Théâtre. Et on a des valeurs communes sur le théâtre citoyen, sur le théâtre comme vecteur d'émancipation et de réflexion de notre monde. En résidence à la Meurize, la compagnie peaufine les derniers détails. Lors des répétitions, certains textes sont réécrits avec les comédiens. Et ceux qui ne veulent pas te voir, il faut arrêter de chercher leur regard. On aborde en fait 6 points de vue qu'on pourrait avoir sur le rapport aux écrans. Et l'idée, plutôt que de délivrer un message, c'est justement de poser des questions. Une satire drôle, noire, acide et d'actualité qui fait réfléchir sur l'omniprésence des écrans dans notre société. C'est la fin de ce journal, une édition que vous pouvez revoir en replay sur notre site internet tv78.com ou sur notre application. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée sur TV78.